Bonjour à tous et à toutes. Nous avons passé une très bonne nuit. Donc on a été mis en garde à vue. Les entrepôts de Rungis, visitez. Nous venons apparemment d'être tous libérés sans être entendus. On n'a pas compris l'interpellation de hier. On ne comprend pas la libération d'aujourd'hui, mais on la prend quand même, bien évidemment. Je pense que le gouvernement s'est une nouvelle fois ridiculisé. Des gamins, 17 ans, Papy Mouzo, 74 ans. Ici, on a passé des moments difficiles hier, parce que tout le monde n'est pas habitué à être mis en garde à vue. C'est pas une partie de rigolade. Compliqué, difficile à vivre. Difficile à avaler, mais bon, on savait faire, on le savait. On se doutait que ça pouvait peut-être éventuellement finir comme ça, mais on n'espérait pas. Mais enfin, quand même, là, à ce point-là, c'est quand même dommage. Et il y a des fois, il y a des gens qui pissaient par terre dans la cellule ou chiaient par terre parce qu'ils ne pouvaient pas se retenir. Et puis, très mal dormi. Mais je pense que tout le monde en a un peu plein le cul. À midi, tu rencontres le Premier ministre, le soir, tu es en garde à vue, quoi. C'est génial, quoi. On a été parfaitement bien traités par les policiers. Parfaitement, on les a remerciés. Vous dites que ça s'est bien passé en garde à vue, et là vous venez d'être relâché. Est-ce que vous pensez bénéficier d'un traitement de faveur de la part de la police? Alors celle-là, il ne faut plus me la faire. On va dire qu'on a reçu peut-être bien un traitement de faveur de la part des policiers de base. Autour de Rungis, il y avait peut-être 250 CRS, adorables, gentils. Même au commissariat, la police, super. Enfin, franchement, il n'y a vraiment rien à dire de la police et des CRS, mais vraiment adorables. Quand ils nous mettent en garde à vue, ils nous ménagent. Et je les en remercie encore. Mais on n'a pas reçu, vous en avez la preuve, un traitement de faveur de la part du ministre de l'Intérieur. Nous, on n'est pas là pour foutre le bordel, pour foutre la merde, pour emmerder les Parisiens et la ceinture de Paris. On est là pour crier notre détresse. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Mais foutez-nous la paix. On voulait juste faire le coup Rungis parce que c'est un symbole, quoi. Donc nous, c'était Rungis. Et on a réussi, on est fiers. Nous, on avance, on déverse beaucoup de fumier, certes, bio. Mais on ne casse pas. On ne casse pas. Et surtout, on ramène tout le monde à la maison. Je m'appelle Serge Bousquet-Cassagne, je suis le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Je le disais, si vous nous écoutez depuis 3 jours, vous avez entendu le témoignage de Nicolas qui est monté d'Agen. Vous êtes éleveur de chèvres, vous avez 150 chèvres que vous avez laissées, puis vous nous avez dit vos difficultés, et notamment les difficultés financières, parce que je crois que vous gagnez 350 € par mois. Vous nous avez aussi raconté les vacances que vous prenez, 3 jours simplement avec vos 2 filles. Et puis, vous avez cette expression étonnante, d'ailleurs, je passe des vacances de divorcé, puisque votre épouse et vous ne pouvez pas prendre des vacances ensemble parce qu'il faut garder les chèvres. Donc on voit la difficulté de votre métier. Vous avez terminé cette nuit en garde à vue. Je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé hier à Rungis et qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'interpellation? Alors pour vous dire, nous avons pénétré dans Rungis sans rien casser. Vous arrivez à un commissariat? On est arrivé au commissariat de Créteil. Très bien accueilli, les gens donc là, gentils. Vous étiez que 13. Là, vous, ensemble, on était que 13 ensemble. Vous avez été dispersés, forcément. Alors non, on était 13 ensemble. Alors, franchement, non, mais 13 ensemble et puis d'auttres étaient ailleurs. Alors, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est très long la procédure. On remplit tout en papier. Mais nous, vous savez, agriculteurs, les papiers, les procédures, les machins, on connaît. On fait ça toute la journée. Vous gardez le sourire. Donc vous arrivez dans ce commissariat. Il était quelle heure lorsque vous êtes arrivé dans ce commissariat? J'ai plus de téléphone. J'ai éteint tout de suite parce que j'avais peur de ne pas avoir de batterie. J'ai plus de notion d'heure. Je vous dis franchement. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entendu? Alors, il y a une procédure on est parqués comme des animaux, là. Mais parqués comme des animaux, mais pas. C'est pas la police. Les gens, ils viennent nous voir. Ils nous disent, on comprend pas pourquoi vous êtes là. Là, vraiment, on est étonnés. On est avec vous. On comprend pas. Ça, les c'est gens, les policiers qui vous disent ça. Les policiers, mais gentils, mais d'une gentillesse. Bon, ils vous donnent de l'eau, j'imagine, peut-être quelque chose à manger. Vous avez pu manger un peu hier soir. Et alors, après, donc nous, on a fini.
Donc, à Sainte-Maure-les-Fossés, on a été embarqué. Alors là, j'ai demandé aux policiers qui ça les faisait beaucoup rire d'être menottés parce que je voulais aller jusqu'au bout, quoi. Donc vous partez pour Saint-Maur-des-Fossés. Fossés, donc en voiture à fond, machin, gyrophare, mais voilà, on était vraiment les bandits, quoi. Et là, on arrive, mais fait, tout en rigolant, hein, avec les policiers, mais pour nous, c'était vraiment, on était dans l'action, c'était génial, quoi. Et là, donc, ils nous ont mis en garde à vue, donc on a passé la nuit à 3 amoureux avec deux de mes collègues que je connaissais pas, qui avaient participé à l'action, mais je connaissais pas, donc on a bien discuté toute la nuit. Donc là, vous n'avez pas dormi du tout cette nuit? Alors eux, ils ont bien ronflé, oui. Mais là, moi, j'ai pas pu dormir. Je vous explique pourquoi j'ai pas pu. Vous êtes dans un commissariat, c'est au commissariat, oui, moi, vous étiez dans cellule. On était en cellule et il y avait, à côté de nous, il y avait des enfants de 15 ans. Vous n'avez pas dormi depuis combien de temps? Presque 3 nuits, ouais. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, je ne sais pas ce que je peux attendre de personnes qui mettent des gens en prison comme ça. Je pense que là, il y a le dialogue. On vous accueille le matin pour vous demander ce que vous voulez. Le soir, vous finissez en garde à vue. C'est fort, c'est très fort. Je pense que ça s'est jamais vu. Même, on peut parler de dictature. Dans d'autres dictatures, peut-être ça s'est même pas vu. Bonjour, donc tout le monde rentre gentiment à la maison. Comme je l'avais dit, la queue entre les jambes, puisqu'il s'agit d'un échec retentissant pour ce mouvement éphémère. Je vais vous parler de la charte de Biderman. Charte de Biderman, c'est intéressant. Alors, vous regarderez dans Google, vous regarderez sur Internet, en quoi consiste cette charte de la torture psychologique. Il faut savoir que la charte de Biderman a été un élément qui a été décodé par cet auteur-là, du même nom, concernant des méthodes qu'utilisaient les Chinois et les Coréens pendant la guerre avec les Américains, la guerre de Corée. Et si vous voulez, ils ont utilisé, les communistes ont utilisé cette méthode pour soumettre les prisonniers, pour en faire des loques. Et ensuite, cette même méthode a été réutilisée par les États-Unis au début des années 2000, quand les interrogateurs américains au camp de détention de Guantanamo, ils ont utilisé ces méthodes-là aussi pour obtenir une soumission, une forme de soumission et de capitulation des prisonniers qui étaient liés à l'époque à la guerre, si je ne me trompe, avec l'Irak. Hein. Voilà. Donc on va explorer ces méthodes-là et vous allez voir qu'il y a un lien avec les outils utilisés par le pouvoir. Voilà. Alors il y a 8 principes. Hein. Alors, le premier principe, il faut isoler, vous le trouverez sur Internet, mais je vais le reprendre et le commenter. Isoler la victime. Il faut priver la personne des soutiens et liens sociaux. Bon, ça s'appelle isoler le groupe. La NAS a pour but d'isoler de la société le groupe ou les individus qui sont marginalisés symboliquement. Donc la NAS a quelque chose déjà d'efficace dans cette opération d'isolement. Et puis une garde à vue, ça permet d'isoler aussi l'individu de la société et d'une certaine manière de le montrer, de le culpabiliser et de l'exposer comme un délinquant. Ça a une force psychologique énorme, bien entendu, sur l'inconscient, pas sur le conscient, mais parce que les gens ont beau faire les marioles, ça touche, bien entendu, l'individu au plus profond de lui-même, ce type d'opération. Ensuite, ils disent, il faut alors dans ces principes, il y a monopoliser la perception. Donc, fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente. Forcer son introspection. Éliminer les informations pouvant contredire celles de l'autorité. Punir toutes les actions d'insoumission. C'est-à-dire que vous mettez des limites, même artificielles, vous construisez des limites et vous sanctionnez cette limite, même si cette limite est inventée, même si c'est une limite symbolique,
vous l'inventez pour sanctionner, pour trouver un moyen donc de sanctionner la personne ayant franchi cette limite. Induire l'épuisement. Alors ça, épuiser une personne, c'est ce qu'ils ont fait pour les blocages. Le gouvernement a laissé pourrir volontairement la situation. Ils savaient que les gens allaient se fatiguer à dormir évidemment, dormir dans les tracteurs, tout ça, pendant plusieurs jours, c'est épuisant. Les gars sont épuisés, on les a vus épuisés. Donc, parmi les méthodes utilisées pour faire craquer un mouvement, il faut que les gens soient épuisés. Et le problème de ces manifestations, si vous voulez, des paysans, c'est que c'était 24 heures sur 24. Nous, les Gilets jaunes, c'était tous les samedis, mais on était épuisés, mais on rentrait chez nous, on dormait, on récupérait, et on pouvait remettre ça le samedi de la semaine d'après. Tandis que là, ils se sont déplacés de chez eux, se sont éloignés de chez eux, ce qui est psychologiquement difficile, et ils n'ont pas eu moyen de récupérer leur fatigue. Donc, fatalement, ils ont joué sur la durée, et c'était déjà gagnant pour le pouvoir, qui n'avait qu'à attendre l'épuisement de ces récalcitrants, de ces manifestants, pour en obtenir ce qu'ils voulaient. Ensuite, manipulation, avec la sanction, on l'a vu. Présenter des menaces, cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir. Pareil, vous cultivez chez la personne une forme de menace, donc menace et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire vous fixez une limite, et vous introduisez des menaces. Menace, ça veut dire que vous mettez le tracteur à la fourrière avec donc des amendes à payer, vous menacez les récalcitrants d'amendes, voire de sanctions pénales parce qu'ils ont dépassé cette fameuse limite. Donc vous introduisez ce fameux stress avec la limite que vous déterminez, même si c'est une limite, je le dis bien, artificielle, symbolique. Ensuite, montrer des indulgences occasionnelles. Alors ça, c'est le facteur le plus important. C'est-à-dire que vous introduisez dans votre plan des indulgences. C'est ce qui s'est passé avec Darmanin qui a dit « Non, vous pouvez faire vos barrages, on va pas vous embêter ». Et de là, les agriculteurs ont dit « Mais ils sont gentils ». Oui, vous avez toujours le bon et le méchant dans une enquête basique policière. C'est des méthodes archi connues. Vous avez le bon policier et le mauvais policier. Ben là, vous avez le bon policier qui prenait les croissants, qui accueillait en tous les cas les offrandes de ces agriculteurs qui, dans une grande naïveté, enfin non, c'est plus de la naïveté pour moi, c'est de l'imbécilité, mais c'est pas grave, ils offraient des petits croissants aux flics et leur disaient mais ils sont gentils. Même il y en a qui ont dit qu'ils les avaient embrassés. Et ça s'appelle de la manipulation psychologique, c'est-à-dire que vous avez des caresses qui vous sont faites et derrière vous avez le coup de bâton. Et donc ça s'appelle montrer des indulgences occasionnelles. Occasionnelles, ça ne veut pas dire tout le temps, pour provoquer une motivation à respecter les ordres, à obéir et à se soumettre. Ça fait partie de la soumission, cette méthodologie-là d'être gentil avec les manifestants, de faire semblant qu'on est avec eux, et ensuite derrière de les sanctionner extrêmement durement. Cette ambivalence permet d'obtenir la soumission donc des gens qu'on veut manipuler, qu'on veut soumettre. En l'occurrence, là, pour les agriculteurs, ça a super bien marché. Ils ont cru à une clémence du pouvoir, ils se sont fait avoir. Parce qu'après, il y a eu une répression terrible, c'est les fameuses gardes à vue, qui étaient disproportionnées, bien entendu. Puis en plus, ils se sont fait piéger. Ils sont rentrés gentiment, comme les Juifs sont rentrés gentiment dans les wagons, en pensant qu'ils allaient dans des camps de travail. En fait, c'était des camps de concentration. Mais les Allemands avaient appliqué aussi ces méthodologies par rapport aux Juifs pour les entraîner vers les camps de concentration. Ce sont toujours les mêmes méthodes, vous savez, qui sont appliquées. Donc ce qu'il faut, c'est les décoder pour être conscient déjà qu'on est manipulé. Ça sera très important. Ensuite, 7e point, dégrader la victime, c'est-à-dire l'humilier. C'est ce qui s'est passé, donc au sortir de cette garde à vue, ils ont les traits tirés, ils ont été humiliés, certains ont été dans la merde, ils ont vécu, ils étaient sales, quand ils sont sortis de là, évidemment, ils n'ont pas pris leur douche, tout ça. Donc en fait, vous les humiliez, vous les dégradez physiquement. Et ça, là, ça a super bien marché, en fait, super bien marché. Réduire
la victime au niveau de la survie animale. Bon, on n'en est peut-être pas là, mais il y a de ça, vous voyez, c'est une forme de dégradation de la personne que vous réduisez à l'état animal. La garde à vue, vous savez, c'est très, très, très humiliant. Quoi qu'ils en disent, même s'ils font les fanfarons en sortant, certains, ça va les marquer à vie, cette expérience. C'est évident. Tout le monde le sait. C'est fait pour ça, la garde à vue, d'ailleurs. Sauf que les petites racailles et les rebeux, eux, qui sont habitués à ça, eux, ils sont habitués. Je dirais que là, ça marche plus sur eux, ces méthodes-là, parce qu'ils ont une longueur d'avance. Toutes les racailles de banlieue, eux, ils ont une longueur d'avance sur ces méthodes-là par rapport. Ils savent qu'ils doivent se taire, ils se laissent pas humilier. Ils se sont accoutumés à ce type de méthodologie. Et aujourd'hui, ça marche plus sur eux. D'ailleurs, ça se voit. Il y a plus l'autorité, le pouvoir n'arrive plus à se faire respecter par les racailles. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait et ils se sont adaptés. Tandis que les pauvres agriculteurs qui viennent de leur campagne, de leur France profonde, eux, c'était des proies faciles, quoi. Pour eux, c'était un délice pour le pouvoir de les briser. C'est tellement facile de briser ce type de profil, tellement, parce que ce sont des puceaux, quoi, dans l'affaire. Donc, comme j'avais dit, des puceaux, oui, des gens extrêmement naïfs, et je pense que le pouvoir a dû jouir même de l'efficacité de ces méthodes sur ces pauvres gens qui, bien entendu, sont des petits agneaux prêts à être sacrifiés, bien entendu. Et 8e point, exiger des actions stupides et insensées. Voilà. Donc ça, c'est les injonctions, les fameuses injonctions contradictoires, c'est-à-dire que vous exigez des gens des choses absurdes. Et donc vous les dépossédez d'une forme de cohérence et de logique dans les ordres que vous leur donnez. Et donc là aussi vous obtenez, donc là ils disent, même pour des ordres totalement stupides, inutiles et infondés, briser le libre arbitre et les capacités de jugement de la victime. Donc vous la déstructurez intérieurement par rapport aux ordres que vous lui donnez, en lui donnant des ordres le plus stupides possible. Ça aussi, ça fait partie des méthodes utilisées par le pouvoir pour vous soumettre. Ça s'appelle la charte de Biderman, et je mettrai ça en description, comme ça vous pourrez aller la consulter. Nous y sommes, donc autant vous dire que malgré ce qu'on a vu là, c'est un échec total. Les 400 millions d'euros pour aider les paysans, 400 millions, c'est rien. Quand on voit qu'on a investi 100 milliards pour les banlieues, 400 millions, c'est des petites miettes, comme ça qu'on envoie aux agriculteurs. Ils se sont fait enfler, enfumer, ils n'ont pas eu de stratégie, ils ont eu une mauvaise stratégie, ils se sont plantés. Maintenant, s'ils veulent défendre leur beefsteak, il faut qu'ils réfléchissent. Il faut de la matière grise, il faut des gens intelligents, il faut qu'ils prennent déjà des conseils chez d'autres, à l'extérieur, qui connaissent ces méthodes. Vous avez des anciens gendarmes, vous avez des militants très, très informés au sein des Gilets jaunes qui peuvent les conseiller, qui peuvent en tous les cas, non seulement les conseiller, mais les instruire par rapport à toutes ces méthodologies qui sont les outils du pouvoir. Et pour se battre contre ce pouvoir, pour être dans l'adversité, il faut être intelligent. C'est la première des conditions. Ensuite, il faut avoir un peu d'humilité et accepter d'aller voir des gens compétents pour se faire conseiller. Et ça, j'en ai vu qu'il y a beaucoup qui manquaient d'humilité. Il y a des grandes gueules et des fanfarons dans le milieu paysan. On les a vus s'exprimer devant les médias, un peu comme les Gilets jaunes, on en a eu aussi, en une part de fanfarons. Mais là, on a du lourd aussi par rapport à ceux qui ont eu des prises de parole malheureuses, surtout celui-là que vous voyez, que j'ai mis en... Le président de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, lui, il a vraiment fait un mauvais choix de se mettre tous les gilets jaunes à dos. C'était idiot, stupide, mais c'est une grande gueule, on voit, pas d'intelligence. Et ça, stratégiquement, ça a été aussi très très nuisible pour ce mouvement. Donc faites attention à vos leaders, apprenez déjà de la bonne stratégie. Le pouvoir, vous savez, qu'on a en face de nous, c'est un serpent. Donc il faut avoir nous-mêmes, être rusé comme le serpent, c'est dans l'évangile. Pur comme la colombe, mais rusé comme le serpent. Et là, vous êtes pur comme la colombe, mais vous êtes rusé comme une colombe. C'est-à-dire que vous n'avez aucune stratégie, vous vous êtes bien planté, vous avez été humilié, manipulé, et aujourd'hui, vous allez tous crever, parce que vous n'avez rien obtenu. Rien obtenu, parce que vous n'avez pas identifié quels étaient les leviers sur lesquels vous pouviez agir vis-à-vis d'un pouvoir qui est très très fort et a tous les outils en main actuellement
pour nous mener là, on sait où il veut nous mener. Déjà, réfléchissez sur ce pouvoir là où il veut nous mener. Davos, vous devez vous renseigner sur Davos, vous devez avoir un esprit, je dirais, un peu complotiste pour au moins appréhender des stratégies du pouvoir qui sont en œuvre depuis bien longtemps, pas depuis aujourd'hui. Donc, il faut s'informer, il faut s'informer, il faut se cultiver sur ces questions-là. Il faut, en tous les cas, se battre. Pour apprendre à se battre avec un ennemi qui est aussi puissant que celui que nous avons, il faut connaître ses armes, il faut l'étudier, il faut l'analyser et comprendre comment il agit pour que nous, on puisse mettre en place des moyens aussi efficaces. Mais on est des petits et eux sont des gros. Ils ont tous les pouvoirs, nous, on n'a aucun pouvoir. Donc, c'est là qu'il faut justement réfléchir comment, dans un rapport de force aussi désavantageux, on peut justement résister. Ce qu'il faut, c'est qu'on résiste nous personnellement, au titre individuel. Et pour ça, il faut avoir, je crois, conscience déjà de qui on a en face de nous. Parce que là, ils sont là où ils allaient, c'était mort d'avance. Et vous l'avais dit, ceux qui se sont échauffés, je dirais, mentalement, en espérant la révolution du siècle, ce sont une nouvelle fois, ils vont être désabusés, déçus. Mais nous, les gilets jaunes, les anciens, on sait maintenant. On savait qu'ils allaient dans le mur. C'est pour ça qu'on se faisait pas d'illusions. Et c'est pour ça qu'on ne sort plus et qu'on ne se manifeste plus comme on se manifestait, parce qu'on sait que le moment n'est pas venu. En tous les cas, ce n'est pas le moment pour l'instant. Et on l'a bien vu avec les agriculteurs. Donc c'est pour ça que les gilets jaunes sont restés chez eux et ils ont eu bien raison. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.